Ce jeune garçon ne le savait pas encore, mais il allait vivre le pire anniversaire de sa vie. Sa famille lui avait tout préparé, une fête, des cadeaux et un joli gâteau Bob l'éponge. Mais avant ça, il a quelque chose de prévu avec les copains du club de foot. Ils vont aller jouer dans leur repère secret, Tham Luang, la grotte de la Belle Endormie. Un dédale de 10 km de long avec un ruisseau qui coule à l'intérieur. C'est dangereux pendant la saison des pluies, mais là tranquille, on n'y est pas. Ils laissent leur sac et leur vélo à l'entrée et partent explorer la grotte en chantant. Ils pensaient y rester 1 heure, ça va être un calvaire. À peine rentrés, une pluie torrentielle s'abat sur la région. La grotte est inondée, impossible de revenir en arrière, alors ils s'enfoncent plus profondément. Encore et encore, alors que l'eau monte dangereusement. À 4 km de l'entrée, ils trouvent une petite plateforme en pierre, en hauteur, où ils se réfugient. Heureusement, il y a un adulte avec eux, le coach du club de foot. Ancien moine, il leur apprend des techniques de méditation pour rester calmes, préserver leurs forces et utiliser moins d'oxygène, parce qu'ils vont rapidement en manquer. Dehors, c'est la panique. Les sauveteurs sont démunis. On parle d'un labyrinthe inondé de 10 km, avec des courants extrêmement dangereux qui peuvent attirer au fond. Et pour ne rien arranger, une eau tellement trouble qu'on n'y voit rien. Or, le chrono tourne. Dehors, la pluie continue de tomber, l'eau continue de monter. Dans quelques jours, tout sera rempli. Se met alors en place une solidarité mondiale. On envoie les meilleurs plongeurs militaires du monde entier. Américains, Australiens, Chinois, Européens, une team d'Avengers. Les enfants sont finalement retrouvés 9 jours après leur disparition. Ils sont affaiblis, mais tous en vie. Impossible de les sortir pour l'instant, alors on leur amène juste de quoi se nourrir et se soigner. Mais c'est pas suffisant. Le niveau d'oxygène est à 15%, très en dessous de ce dont un humain a besoin. Il faut faire vite, mais c'est quoi les possibilités ? Forer les 600 mètres qui les séparent de la surface ? Impossible, c'est la jungle juste au-dessus. Trouver des sorties alternatives ? Pas sûr que ça fonctionne. Pomper l'eau de la grotte ? Ça prendra des mois. Elon Musk propose même de construire des mini-sous-marins adaptés à la taille des enfants. Reste la dernière option. Ramener tout ce beau monde à la nage. Sauf que l'eau est noire, le courant est violent, il y a de nombreux passages étroits, il peut se passer une catastrophe à tout moment. C'est d'ailleurs ce qui arrivera à Shaman Kunan, un des sauveteurs, qui va mourir en essayant de leur apporter de l'oxygène. Il avait 37 ans. L'évacuation des enfants est préparée avec minutie. On dispose des bonbonnes à oxygène tout le long du chemin. Tout le monde est équipé, combinaison, veste de flottaison, harnais, masque. On ira même jusqu'à leur administrer des sédatifs pour éviter qu'ils paniquent. Pour vous dire à quel point c'était tendu, le médecin qui leur a filé les médicaments a reçu l'immunité diplomatique, au cas où il arriverait un drame. L'opération va durer 2 jours et tout se passera à merveille. À la sortie, les enfants souffrent d'infections pulmonaires et oculaires, mais c'est sans conséquence. Sauf pour Beirut Bagbara, un des sauveteurs, qui mourut quelques jours plus tard d'une infection chopée dans la grotte. 10 000 personnes ont participé au sauvetage, donc plus de 100 plongeurs. Au total, plus d'1 milliard de litres d'eau aura été pompé hors de la grotte. Aujourd'hui, elle est fermée au public. On peut simplement y voir une statue de Shaman Kunan, le sauveteur mort pendant l'opération. Si cette histoire de sauvetage vous a intéressé, j'en ai 3 autres à vous proposer, dont l'une dans l'espace. L'Hiroshima sous-marin. En 1954, les États-Unis construisent le tout premier sous-marin à propulsion nucléaire. C'est une révolution. Son autonomie lui permet de rester plusieurs années sous l'eau sans devoir remonter. Autant vous dire qu'en pleine guerre froide, quand l'URSS a appris ça, elle a mis toutes ses équipes sur le projet. Il leur a fallu que 3 ans pour inaugurer le premier sous-marin nucléaire soviétique, mais c'était pas suffisant. Il fallait faire mieux que les États-Unis. Il fallait un mastodonte de 114 mètres de long pour 5000 tonnes équipé de missiles balistiques nucléaires. En 1960 était créé le sous-marin K-19. Mais il y a un problème. Dans la marine, il existe une superstition. Certains navires seraient maudits. Quand ils enlèvent la vie une fois, tu peux être sûr que dans le futur, d'autres personnes mourront à bord. Et dans le domaine, le K-19 explose tous les records. 11 personnes vont mourir pendant sa construction. 3 peintres dans un incendie, 6 femmes asphyxiées par des vapeurs toxiques en collant un revêtement, un marin se fera écraser par la fermeture d'un silo et un autre se fait aspirer dans les mécanismes. Même la bouteille de champagne qu'on lancera pour l'inaugurer ne se brisera pas. Le
mauvais présage par excellence. Et en mer, ça continue. Un marin se fait écraser, un autre se fait couper les 2 jambes. Après les premiers essais de tir de missiles, on se rend compte qu'une partie de la coque se détache. Il y a des fuites d'eau parce que des ouvriers avaient oublié des joints, périscope brisé, moteur qui s'arrête et même une collision avec un autre sous-marin. En février 72, un violent incendie se déclenche, 12 membres d'équipage restent enfermés 24 jours et 30 autres meurent. Là, vous vous dites que c'est trop, qu'on aurait dû le mettre hors service il y a un moment. Et vous avez raison. Surtout qu'on vous a pas encore parlé de ce qui lui a donné son surnom, l'Hiroshima sous-marin. Lors du premier démarrage du K-19, il s'est produit un accident qui restera longtemps secret. On alluma le moteur nucléaire sans vraiment suivre les procédures. Normalement, il faut monter progressivement la puissance du moteur, tout en contrôlant la pression avec les manomètres. Mais là, on avait oublié de les brancher. Le temps que les techniciens réalisent l'erreur, les canalisations avaient encaissé le double de ce qu'elles pouvaient supporter. Ça a gonflé les tuyaux et fragilisé les parois. On aurait dû les remplacer, mais ça voulait dire des millions de frais et plusieurs mois de retard. Impossible pour la propagande. On va donc passer tout ça sous silence. Ce qui devait arriver, arriva. Le 4 juillet 1961, un tuyau éclate. Le commandant aurait dû tout arrêter. Mais à ce moment-là, ils sont en plein exercice, il n'a pas le droit d'échouer, alors il ne fait rien. Il continue de pousser les moteurs à fond, ne se rendant pas compte qu'il n'y a plus d'eau dans le réacteur. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Subitement, la radio tombe HS. Qu'est-ce qui se passe? La chaleur augmente de partout. On atteint les 800 degrés. Le problème est au niveau du réacteur. Une explosion thermique est imminente et elle irradiera tout aux alentours. Le capitaine va devoir prendre une lourde décision. Il ordonne aux ingénieurs de fabriquer un système de refroidissement de fortune avec l'eau douce stockée à bord. Ça pourrait marcher, mais ça voudrait dire qu'il faut envoyer des hommes là-bas et que des hommes vont devoir s'exposer à des niveaux de radiation extrêmes. C'est une mission suicide. 8 hommes pourtant se porteront volontaires, dont Boris Korchilov, quelqu'un qui par sa gentillesse était aimé de tous. Les 8 le savent, ils vont mourir. Ils s'engouffrent dans la salle du réacteur, passent plusieurs minutes à souder le système de fortune, et ça marche. Le réacteur repart. Malheureusement, à la sortie, ils sont pris de vomissements. De la mousse jaune sort de leur bouche, ils enflent, souffrent terriblement. Boris Korchilov a reçu 54 sieverts de radiation. Pour vous donner un ordre d'idée, 4 suffisent à tuer un homme. Il n'y aura pas de happy end. Leur agonie sera terriblement douloureuse et la mort inévitable. Et le reste de l'équipage est sauvé au moins. Pas vraiment. Tout le sous-marin était irradié à travers la ventilation. Alors, il faut trouver de l'aide et rapidement. Il y a bien une base de l'OTAN pas loin, avec des navires américains qui leur proposent de l'aide, mais le capitaine russe refuse. Il a peur que les secrets soviétiques soient relevés à l'ennemi. Finalement, ils arriveront à rejoindre la terre ferme. 14 autres membres mourront après l'accident et presque tous souffriront de douleurs, engourdissements, cancers et insuffisances rénales dans les décennies suivantes. En 2006, l'ancien président Gorbatchev demandera à ce qu'on leur remette le prix Nobel de la paix pour avoir évité un accident nucléaire en pleine guerre froide. Un sauvetage extrême dans l'espace. Un satellite, ça coûte cher. Entre la construction, le lancement et la maintenance, on frôle le demi-milliard de dollars. Alors quand il y a un problème, qu'on risque le crash, ça mérite qu'on y mette les moyens. C'est ce qui est arrivé en 1990 avec le satellite Intelsat 603. Le décollage se passe super bien, mais au moment de la mise en orbite, le deuxième étage du lanceur ne va pas se détacher. Le satellite reste accroché. Heureusement, il y a une solution, détacher son moteur. Ça marche, le satellite est libéré, mais maintenant comment on fait ? Sans moteur, impossible de se mettre sur son orbite. L'engin va juste finir par se cracher. La NASA vient donc à la rescousse avec une toute nouvelle navette, Endeavour. La mission, attacher un nouveau moteur sur Intelsat 603. Ça paraît facile comme ça parce qu'on a l'impression que dans l'espace, rien ne bouge, mais un satellite, ça se déplace à plus de 28 000 km/h. Et si c'était le seul problème, Intelsat a été détaché n'importe comment, donc il tourne dans tous les sens. C'est très dangereux. Un coup de panneau solaire à cette vitesse, et c'est fini pour toi. Aucune machine ne peut faire ce travail, des humains doivent être envoyés, et c'est maintenant que la mission va rentrer dans l'histoire. Le plan est simple. La navette doit se positionner juste en dessous du satellite. Une simple collision pourrait détruire les deux appareils. Ensuite, 3 astronautes sont chargés d'arrêter le satellite de 4 tonnes à la main. Du jamais vu. Imaginez le niveau de danger. Il suffit d'un mauvais frottement, d'une coupure, votre combinaison s'ouvre et vous êtes mort.
Pire, la corde se fait couper, tu te retrouves perdu dans l'espace, dans l'impossibilité de revenir à ton vaisseau. Pourtant, ces 3 gars, ils y vont. La tension monte, le satellite s'approche. Conformément au protocole militaire, ils auraient dû dire « Ready, ready, go ». Mais avec le stress, ça sera juste « Wait, let's do it ». Du bout des doigts, ils ont réussi à stopper la rotation mortelle du satellite. L'opération pour fixer le nouveau moteur va durer 8h30. C'est la 2e plus longue sortie extravéhiculaire de l'histoire, et la seule à avoir été effectuée par 3 astronautes en même temps. Ainsi, un Telstar 603 put vivre une longue et belle vie. Il restera en service 23 ans. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la navette Endeavour va être appelée pour une nouvelle urgence. Le sauvetage du télescope Hubble en 1993. C'était le plus performant de son époque. Il a permis de connaître l'âge de l'univers, sa vitesse d'extension et la découverte de dizaines de milliers d'objets célestes. Mais avant de faire ses prouesses, il a eu pas mal de problèmes. Son développement a duré 20 ans et a coûté 2 milliards de dollars. Alors le jour de la mise en orbite, tout le monde était tendu. Là, vous attendez une galère, mais pas du tout. Tout va bien se passer. La mise en orbite sera une réussite. Le soir, tout le monde sabre le champagne. C'est la fête. Mais le lendemain, au moment de faire les premières photos, il y a un problème. La qualité est dégueulasse. On essaye de comprendre ce qui se passe, et là c'est le choc. Le miroir principal du télescope avait été poli à la mauvaise forme. Il est trop plat d'environ 2200 nanomètres. Comment une erreur pareille a pu passer? La NASA devient la risée du monde scientifique et les politiciens remettent en question les budgets. Bref, c'est un fiasco. Il faut absolument réparer ça. Impossible de faire revenir Hubble sur Terre. Impossible aussi de renvoyer un miroir de 2,40 m dans l'espace. Les secousses au décollage le briseraient. Heureusement, il y a un 2e miroir sur Hubble sur un autre instrument moins important. Et si on les changeait? Ça sera la mission des astronautes à bord d'Endeavour. On parle de faire une opération quasi chirurgicale à 27 300 km/h. À cette vitesse, le tour de la Terre se fait en 95 minutes, ce qui te fait alterner du noir absolu au soleil aveuglant. Et puis, tout est différent dans l'espace. Si tu pousses quelque chose de moins lourd que toi, tu l'envoies au loin. Mais il suffit que ce soit un tout petit peu plus lourd et c'est toi qui t'envoles. L'opération a duré 11 jours avec 5 sorties de plus de 7 heures. Sans elle, jamais nous n'aurions eu tous ces magnifiques clichés de l'espace. Peut-être même que la NASA n'aurait pas survécu si ça avait été un échec. Après 30 ans de bons et loyaux services, le télescope spatial se fait vieux. Il a même eu une grosse panne logicielle en juin 2021, si bien qu'aujourd'hui se pose la question de le ramener sur Terre pour le mettre dans un musée. 20 000 lieues sous les terres. Nous allons bien, signé les 33. Ce mot écrit à l'encre rouge était inespéré. Ça faisait 2 semaines qu'on était sans nouvelles des 33 mineurs qui avaient disparu dans l'effondrement de la mine San José au Chili. Mais il reste un problème de taille. Ils sont coincés à presque 1 km sous terre, dans un dédale dont vous voyez la difficulté, comment les faire sortir. La mine San José était réputée dangereuse. 3 morts et 183 blessés en à peine 5 ans. Le jour même de l'accident, les 2 propriétaires de la mine étaient au commissariat parce qu'un mec s'était fait arracher les jambes 2 mois plus tôt. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui a provoqué l'effondrement. Juste qu'il s'est produit à 5 km de l'entrée, 700 mètres sous terre, coinçant les mineurs qui travaillaient au fond. Les sauveteurs essayent de déblayer les gravats, mais c'est impossible. Il y en a trop et la mine entière est fragilisée. Les machines vont provoquer un 2e éboulement, enfermant un peu plus les malheureux dans un sarcophage de pierre. À l'extérieur, tout le monde pense que c'est foutu. On ne pourra jamais les sauver. Mais 700 mètres en dessous, il y a de la vie. Les mineurs se sont organisés, ils votent pour rationner la nourriture et l'eau, 2 cuillères de thon et quelques craquelins par jour. Pas plus. Ils avaient des rations pour 2 jours. Avec leur plan, ils pensaient pouvoir tenir 2 semaines. Niveau conditions de vie, c'est l'enfer. Il y fait 35 degrés. La chaleur est étouffante, l'oxygène rare et le noir complet. Malgré tout ça, ils croient en leur survie. Ils s'aménagent un vrai petit village, avec même une chapelle pour prier. 2 semaines s'écroulent jusqu'à ce qu'un bruit attire le groupe. Quelque chose s'apprête à sortir du mur. Une foreuse. En fait, les secours sont en train de creuser des trous avec de longues tiges pour essayer de trouver les survivants. Les mineurs tentent d'y attacher un papier, créé dans le trou, mais on ne les entend pas. C'est finalement en frappant très fort la foreuse qu'ils vont être repérés. Ils ont perdu 8 kilos, mais tous sont vivants. À travers le petit trou, on peut envoyer de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Il faudra attendre 2 mois et 10 jours avant de pouvoir les remonter. Pour ça, on va forer un trou assez gros pour y introduire les capsules Phoenix,
qui permettront de remonter les mineurs un à un. Car mine de rien, leur corps est très fragilisé. Et une remontée trop brutale causerait des problèmes de pression artérielle, des caillots sanguins, même leurs yeux ne sont plus habitués à la lumière du jour. On estime qu'1 milliard de personnes verront les images du sauvetage. Les 33 mineurs sont acclamés par une foule euphorique, le président chilien les félicite en personne, avec ça il gagnera 10 points dans les sondages. La mine, elle, sera réouverte pour en faire une attraction touristique, les mineurs deviennent des petites célébrités, des livres, des films, des matchs de foot caritatifs, mais derrière les projecteurs, certains souffrent encore de violents stress post-traumatiques. Dans toutes ces histoires, on ne peut que saluer le courage des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. Ça arrive tous les jours, même si ça ne fait pas la une des journaux. Pompiers, militaires, policiers, secouristes, à leur échelle, ils vivent aussi ces grandes aventures humaines.